Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express. Avec nous sur le plateau de MO, plusieurs invités pour une émission spéciale consacrée à l'Algérie qui fête le premier anniversaire du mouvement populaire et pacifique historique. C'était il y a un an, le 22 février 2019, débutaient des manifestations massives à travers le pays pour demander la fin d'Abdelaziz Bouteflika, non au 5e mandat à l'époque, une marée humaine, vous le voyez, s'est à nouveau réunie ce vendredi, 53e vendredi de manifestation, mouvement que nous fait vivre notre correspondant à Alger, Khaled Rareni, sur TV5 Monde et sur les réseaux sociaux comme ici, sur ces images. Avec nous sur le plateau de MO, donc François Gesse, bienvenue. Vous êtes éditeur, membre d'Algérie Watch, qui parle des droits, Algeria Watch, qui parle des droits humains en Algérie. Vous avez participé à l'ouvrage collectif Hirak en Algérie. L'invention d'un soulèvement, c'est publié aux éditions La Fabrique. Avec nous également Farid Aliat, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique, vous êtes l'auteur du livre Bouteflika, l'histoire secrète, édition du Rocher, avec plein d'anecdotes, on en parlera. Amélie Le Renard, bienvenue, vous êtes sociologue, chargée de recherche au CNRS et vous avez coécrit avec Abir Krefa, Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb, édition Amsterdam. Avant de vous donner la parole, connexion Alger justement. Alger où la créativité est sans limite. Vous allez découvrir Abdeljalil Fassi. Fin janvier, sa danse iconique du Joker, revisitée dans un quartier de la ville de Cherchell, a fait le bonheur de ses fans sur les réseaux sociaux. Et dans le dernier clip que vous allez voir, l'artiste performeur se met en scène cette fois dans un atelier de fabrication de chaussures où résonne le groupe de funk Delegation. Le message de cette vidéo est de mettre en valeur la ville Médéa parce que la ville Médéa elle est connue depuis des années par la fabrication des chaussures et rendre hommage aux artistes qui disparaissent et d'inspirer les jeunes pour faire ces métiers-là parce que c'est un métier noble. Pour moi, c'est une liberté parce que être un artiste, it means think out of the box. Être un artiste, tu dois toucher à tout. Et pour moi, c'était un besoin pour exprimer mon art et que ce ne soit pas une excuse pour ne rien faire. Elle est venue d'une façon très spontanée. Quand on était en période de grippe, j'avais toujours un papier mouchoir dans la main. Alors, quand j'ai vu les escaliers, celles de film de Joker, j'ai eu l'idée de mélanger entre la façon de bouger de Joker avec le papier mouchoir qui était porté par le vent. Ma prochaine vidéo sera faite par Caravan Factory où on parlera de mon expérience dans le domaine artistique et du vécu de beaucoup d'autres artistes. La vidéo elle sera diffusée dans la Holland Fashion Week 2020. Here where I'm going to give workshops and advice for all who want to join the circle. So stay tuned. Abdeljalil Fassi que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment son compte Instagram qui cartonne. François Gesse, vous connaissez bien l'Algérie, vous suivez ce pays depuis très très longtemps. Le titre, l'invention d'un soulèvement, pourquoi l'invention ? On voulait aider les lecteurs de ce livre à comprendre d'où vient ce mouvement, quel est-il bien entendu, mais quelque chose qui a surgi du néant, que personne n'attendait pratiquement. Et
il y a des clés pour le comprendre, pour l'expliquer. Et c'est les clés de cette invention que nous voulons décrire dans le livre. Mais est-ce que vous avez été surpris par ce mouvement ? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu dire que le mur de la peur était tombé, que le discours du pouvoir qui consistait à dire attention à ne pas basculer dans la violence, comme la décennie noire. Est-ce que vous avez été surpris par ce mouvement ? Alors oui et non. Oui, on a été surpris comme tout le monde, faut être honnête, parce que personne ne s'attendait surtout à une mobilisation de cette ampleur. Ouais. Et dans toutes les rues de toutes les villes et les plus petits villages. Dans l'espace et dans le temps. Et dans le temps pendant un an. Personne ne s'y attendait. Néanmoins, quand on observe de près, nous, un mois avant, on avait justement, pour saluer le sombre anniversaire du coup d'État de janvier 92, fait un débat sur la situation. Et on avait un nombre d'échos incroyables qui nous montraient que ça bouillonnait dans la jeunesse. Ça bouillonnait dans les stades, ça on l'a vu. Les chansons, elles étaient présentes bien avant le déclenchement du mouvement. Il y avait beaucoup les émeutes continuaient un peu partout. Il y avait des mobilisations dans le sud, en particulier dans le sud du pays. Donc de plein d'endroits, ça bougeait. Maintenant, de là à imaginer qu'en effet, cette mobilisation des jeunes en particulier allait déboucher sur ce qui s'est déclenché le 22 février, il y avait un pas. Et d'après vous, l'objectif du mouvement, c'est quoi la revendication centrale ? Parachever la libération nationale de 1962 ? Alors, ils le disent de la façon la plus claire. C'est aussi ce qui a surpris tous les observateurs. Et c'est ça que nous racontons dans ce livre, c'est que la lucidité dont font preuve les manifestants à travers leurs chants, à travers leurs pancartes, à travers leurs slogans, sur la nature du régime, elle est absolument remarquable. C'est-à-dire, ils savent, eux, que les vrais décideurs, ce n'est pas la façade politique occupée par le président Bouteflika, etc. Ils savent que les vrais décideurs, ce sont les généraux. Et ils le disent. Et quand ils disent qu'ils dégagent tous, ils disent que dégage, bien entendu, la façade civile, et c'est ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs finalement assez rapidement avec leur renonciation au 5e mandat de Bouteflika, puis la dissolution du gouvernement, mais surtout qu'ils dégagent les vrais tenants du pouvoir, ceux qui le tiennent toujours aujourd'hui, les chefs de l'armée. Ouais. Aujourd'hui encore, vous dites ? Ah, bien entendu. Malgré la mort du général Ahmed Gaïd Salah ? Mais Gaïd Salah, il faut bien voir que ce n'était que le porte-parole de ses pairs. Ceux qui dirigent le pays, c'est la petite coupole de l'état-major, les coupoles qu'on peut qualifier de mafieuses, parce qu'eux aussi sont au cœur de réseaux de corruption tentaculaires, comme ceux qui prétendent avoir démantelé. Mais bien entendu que Gaïd Salah, 79 ans, le malheureux, il est décédé en décembre. Je veux dire, c'était le général le plus vieux du monde en activité, n'est-ce pas ? Mais derrière, il y a des généraux plus jeunes et qui sont aux manettes et depuis longtemps. Farid Alilat, on va revenir sur ce point, mais tout de même, alors Hirak, ça veut dire mouvement, hein, si l'on traduit, vous l'appelez la révolution. Pour moi, c'est une révolution, dans ce sens où elle a chassé du pouvoir un homme qui est là depuis 20 ans, un homme qui avait presque tous les pouvoirs entre ses mains, il contrôlait tout. Bouteflika, depuis 20 ans, il contrôlait l'armée, les services de sécurité, le gouvernement, la présidence, les médias, l'argent, les partis politiques, voilà. Donc pour moi, c'est une révolution qui a chassé du pouvoir un homme, non seulement qui est resté au pouvoir pendant 20 ans, mais qui voulait encore rester au pouvoir pour un alors cinquième mandat. Alors qu'il est malade, alors qu'il est, par exemple, c'est un président fantomatique. Pour moi, c'est une révolution parce qu'elle a permis aux Algériens de récupérer ce qui leur a été interdit, c'est-à-dire la parole libre, la citoyenneté, au fond. La parole libre, l'espace public, parce qu'il faut savoir que les manifestations à Alger étaient interdites depuis 2001, juin 2001. Et donc, chaque fois qu'il y a des manifestations à Alger, vous avez des milliers de policiers, voilà. Juin 2001, vous évoquez la répression en Kabylie, notamment 126 morts 126 morts. Ouais, le printemps pour moi, noir. c'est une révolution parce qu'elle réconcilie les Algériens avec leur mémoire et leur histoire. Et c'est pas étonnant que quand on voit dans les manifestations que les Algériens brandissent les figures de la révolution, les martyrs. Oui. C'est comme si on a confisqué non seulement ces figures, mais on a confisqué cette révolution. Il y a même une grande figure d'ailleurs qui a été emprisonnée avant d'être relâchée de la révolution. Et auquel je consacre la semaine prochaine un portrait parce que je l'avais rencontré à Alger. Alors juste quelques mots, que devient Abdelaziz Bouteflika puisque vous lui consacrez un livre ? Est-ce que vous le savez ? Alors depuis la démission le 2 avril 2019, il n'a pas quitté la résidence d'État. Enfin, pardon, la résidence médicalisée de Zeralda, où il s'est installé depuis son AVC de 2013. Il vit avec sa sœur. De temps en temps, son frère Nasser lui rend visite. Il a très très peu de visiteurs parce que Bouteflika n'a pas d'amis. Il dispose d'une équipe médicale qui veille sur lui. Bien sûr, il est protégé. Mais moi, je pense que
la résidence de Zeralda, c'est une prison à ciel ouvert, d'où il ne sortira plus jamais. Ouais. Vous voulez dire que s'il n'avait pas été malade, alors avec des si, comme dirait l'autre, on mettrait Paris en bouteille, mais tout son entourage, son frère Saïd Bouteflika, influent conseiller, est emprisonné, il aurait été en prison? C'est un peu le cas, vous nous dites aujourd'hui, il est comme dans une prison? Abdelaziz Bouteflika, s'il n'avait pas été diminué médicalement, il aurait été incarcéré? Je ne sais pas s'il aurait été incarcéré, je pense peut-être qu'il aurait été convoqué par un juge, mais son état de santé ne lui permet pas de... Par contre, je suppose que décider de convoquer un chef d'État par un juge pour répondre, je ne sais pas, de crimes ou de méfaits et tout, c'est une décision politique très très difficile à prendre. Amélie Le Renard, dans ce livre, il est question bien entendu du combat des femmes au Maghreb et au Moyen-Orient. Vous brisez certains tabous qui consisteraient à dire que la femme de l'autre côté de la Méditerranée est opprimée, seulement opprimée. Peut-être d'abord sur l'Algérie, quelle est la place des femmes dans ce mouvement depuis un an maintenant ? Alors la place des femmes, elle a été très importante presque dès le début du mouvement, c'est-à-dire que le premier vendredi, les manifestations étaient très majoritairement masculines, notamment parce qu'elles émanaient des mosquées et des stades qui sont des lieux plutôt masculins de politisation très importants en fait. Et très très rapidement, à partir du moment où les universités sont entrées dans le mouvement, il y a eu énormément d'étudiantes. Et puis le 8 mars, qui était le troisième vendredi, a été marqué par une très importante présence des femmes. Et depuis, elles sont très nombreuses dans le mouvement. Alors, le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes. On rappelle aussi, puisque vous citez les étudiants, que tous les mardis, ce sont les étudiantes et les étudiants qui manifestent. Il y a notamment le carré féminin en Algérie qui s'est mis en place. Rappelez-nous en quoi ça consiste. Alors, c'est un carré féministe qui a été décidé après le 8 mars. Pour porter spécifiquement les revendications féministes et qui se réunit en fait tous les vendredis et qui a réussi à imposer en fait des revendications féministes dans le mouvement alors que c'était pas forcément gagné. D'abord parce qu'il y a une forte instrumentalisation de la thématique des droits des femmes à la fois par le régime et par les puissances occidentales qui font que les gens peuvent avoir parfois une méfiance par rapport à ce discours-là. Et l'autre raison, c'est que c'était un mouvement unitaire dès le départ. Et donc, les causes plus minoritaires, on va dire, ou plus spécifiques, ont été plutôt, critiquées. Donc, que ce soit le féminisme ou des revendications d'indépendance kabyle ou des revendications sur la démocratie de l'université, au profit d'une revendication très générale et unie contre le système. Qu'ont-elles à gagner aujourd'hui, les femmes algériennes ? Elles ont à gagner tout. Enfin, je veux dire, en fait, c'est ce qu'on essaye de montrer aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre pour les droits des femmes dans des pays autoritaires parce que, par exemple, dans un régime militaire, structurellement, les décideurs sont des hommes et on est dans un système autoritaire qui, même si il peut adopter un discours de façade sur les droits des femmes, en fait, ne permet pas, par exemple, des mobilisations de femmes qui demandent ce dont elles ont besoin. Donc, on va être dans une imposition par le haut et non pas une possibilité de militantisme. Alors, j'aimerais confronter Farida Lilat et François Gesse, votre point de vue sur ce que les Algériens appellent le système. Parce que ce qui est assez déroutant dans ce mouvement, c'est qu'il est historique, mais on a du mal à comprendre comment ça peut se décanter. Parce que demander la fin d'un système, très bien, mais c'est quoi le système? Vous l'avez esquissé, ce sont les généraux. Farida Lilat, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le système sont toujours là après la mort d'Ahmed Gaïd Salah? Non. Non, je ne vois pas les choses comme ça, parce que quand il est arrivé au pouvoir, Bouteflika, il avait trouvé déjà un système, plutôt un régime qui a été mis en place avant lui. Et durant les 20 dernières années, il s'est attelé à récupérer presque tous les pouvoirs, tous les centres de décision. C'est bien que c'est lui qui décidait. C'est-à-dire, il avait les généraux qui l'ont installé en 99. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Soit ils sont morts, à l'image de Lamari, ou de Smaïl Lamari, ou de Gaïd Salah, ils sont morts. Ou alors ils sont en fuite, à l'image de Nazar, ou encore l'Arbi Belkhir, qui est décédé, ou alors il est en prison à l'image de Toufiq. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, Bouteflika, en 99, il y avait une espèce de collège de généraux qui décidaient
C'était les faiseurs de rois. Et c'est eux qui l'ont fait roi, d'ailleurs. Ouais, puis il les a affaiblis aussi. C'est vrai que le DRS, le Absolument. puissant DRS, notamment, vous avez cité le général Toufik, c'est vrai que toutes ces têtes sont quelque part tombées. Pourquoi vous, François Sage, vous persistez à dire qu'au fond, le système reste bien ancré? Mais il n'y a pas que moi qui le dis. Hein. Il y a beaucoup d'observateurs algériens et étrangers qui font le même constat. Les manifestants eux-mêmes, les manifestants eux-mêmes, d'ailleurs. C'est vrai que là, on ne sera sera pas d'accord, je pense, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police politique, qui avant s'appelait la sécurité militaire, qui a été créée dès 1962 et qui est devenue le DRS, commandé par le fameux général Toufik dont on parlait, cette police politique, elle est au cœur du régime. Et traditionnellement, surtout depuis 20 ans, moi je ne suis pas d'accord pour dire que c'est Bouteflika qui tenait toutes les ficelles. Bouteflika avait des marges de manœuvre, assurément, depuis qu'il a été élu, enfin nommé il avait président. Son plan, comme on il avait son plan, mais c'était des marges de manœuvre extrêmement réduites et limitées par les vrais décideurs, qui étaient d'un côté les chefs de la police politique, de l'autre côté les chefs de l'armée, et qui étaient en train de se disputer en permanence. Sauf qu'ils étaient unis sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La captation de l'argent de la corruption. Les commissions sur les importations et sur les exportations. Ce sont des milliards de dollars chaque année qui sont détournés. Et donc le contrôle par ces généraux des deux côtés des deux pôles, c'était essentiel. Et quand ils se disputaient, finalement, ils n'allaient jamais jusqu'au bout. Et puis, le Irak est advenu. Et là, tout d'un coup, effectivement, cette tension qui était permanente au sommet des vrais décideurs, du vrai pouvoir, a pris un tour nouveau, puisque l'état-major en a profité pour continuer pour prendre la main sur la direction de la police politique, le DRS, qui avait déjà été affaibli avec l'éviction du général Toufik en 2015. Ouais. Et donc maintenant, la police politique, elle est toujours présente, elle quadrille le pays, elle essaie d'infiltrer les manifestants, etc., mais elle est sous la coupe de l'état-major. Ouais. Alors, Silmiya, pacifique, hein, c'est le mot d'ordre, Khawa Khawa, aussi fraternité qu'on entend beaucoup. Tiens, est-ce que, Amélie Le Renard, le fait que ce soit un mouvement pacifique, le fait qu'il n'y ait pas de... Même s'il y a beaucoup d'arrestations, il y a une répression judiciaire qui est féroce, est-ce que ça profite aussi à ce que les femmes intègrent ce mouvement, ou est-ce que dans l'histoire du féminisme, la violence n'a pas fait reculer les femmes? Alors, la violence n'a pas forcément fait reculer les femmes. Hein, c'est-à-dire que dans la région, on a beaucoup d'exemples de femmes qui se sont engagées dans des mouvements de guérilla, ou d'ailleurs dans la guerre civile algérienne, il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé, comme on le sait. Mais c'est évident que dans les... par exemple, c'est aussi peut-être une des causes de la enfin, en tout cas, du faible nombre des femmes lors du premier vendredi. C'était l'incertitude sur à quel point ça va être réprimé ou pas. Et le fait que ça ne le soit pas au tout début, ça a encouragé effectivement de nombreuses femmes à sortir et des femmes de beaucoup de milieux différents, pas forcément militantes à la base, etc. Il y avait eu aussi beaucoup de femmes agressées lors du mouvement de la place Tahrir en Égypte. Il y a eu de ce côté-ci de la Méditerranée au début certaines voix qui ont eu tendance à dire les femmes n'y vont pas parce que de toute façon elles vont être agressées sexuellement. Vous dites que c'est un cliché, ça n'a pas eu lieu? Ça a eu lieu complètement. Il y a eu des agressions sexuelles et c'est très important de les reconnaître. Il y en a Alger ah non, je ne parle pas d'Alger, je parlais de l'Égypte. Ouais, mais concernant l'Algérie? Concernant l'Algérie, je ne saurais pas vous répondre. Pas du tout. Non. Non, peut-être qu'il y a eu un cas ou deux, mais vraiment, il n'y a pas d'agression. C'est-à-dire que les hommes ont fait en sorte de protéger les femmes les hommes protégeaient les femmes et les femmes protégeaient les hommes. Hein. Il y a pas de, Par rapport aux policiers? Non, oui. Moi, j'ai couvert beaucoup de marches le vendredi à Alger. J'ai jamais vu d'agression, Quentin. J'ai vu une communion, de la joie. En général, on sait aussi que c'est difficile pour les femmes de dénoncer les agressions sexuelles aussi, donc soyons prudents. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu... Je pense qu'il y aurait eu sur les réseaux sociaux quand même des témoignages. C'est vrai que pour le coup, l'Algérie, qui a souvent été érigée en modèle en matière de manifestation, c'est aussi un point positif selon vous? Oui, alors ce qui est intéressant, si on prend les cas de l'Égypte et de la Tunisie, c'est que dans le sillage des mouvements révolutionnaires, il y a eu justement une libération de la parole aussi sur ces questions d'agression sexuelle et de violence sexuelle, aussi bien de la part de la police que d'autres manifestants. Et du coup, c'est une piste qui est intéressante, aussi même dans les effets à long terme des mouvements. Même quand finalement ça n'a pas forcément donné les résultats escomptés du point de vue du politique, on voit qu'il y a vraiment des lignes qui bougent et que par exemple la parole sur ces questions-là ou même l'autodéfense en Égypte, elle a vraiment émergé du mouvement révolutionnaire. Alors Farid Alilad, dans votre livre, il y a plein d'anecdotes parfois croustillantes, je n'en dirai pas plus, mais par exemple Abdelaziz Bouteflika, à peine arrivé en 1999, pris d'un coup de colère après un coup de téléphone avec un dirigeant du Qatar, a failli partir. Il faut lire votre livre pour connaître la suite. J'aimerais quand même vous entendre sur la suite de ce mouvement. Difficile de deviner, bien entendu, ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, demander la fin du système, demander la fin de la corruption, comment ça peut se traduire en sachant qu'on n'a pas ce rapport de force
c'est pacifique, personne ne va s'en plaindre, mais il n'y a pas de rapport de force. Manifester de manière hebdomadaire et pacifique de la sorte, est-ce que ça peut aboutir à la revendication principale qui est la fin du système? Aujourd'hui... il n'y a pas de porte-parole aussi, on le dit souvent, mais... En une année, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire, ce qui était la situation qui était en place en Algérie en février 2019, n'est plus la même. Oui, c'est normal, parce que le chef d'État est parti. Il y a un nouveau président, Abdelmajid Tebboune. Le chef d'État-major qui lui, donner du souffle à cette révolution chaque semaine en intervenant, en faisant arrêter les gens, etc., n'est plus là. Ouais. Le président par intérim, Ben Salah, n'est plus là. Le gouvernement Bedoui, c'est-à-dire une situation qui a changé. Il y a un nouveau président. Donc, mais d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas lui, au fond, on dit le mouvement n'a pas de porte-parole? Est-ce qu'il n'essaie pas de s'arroger ce rôle? Il a fait de la journée du 22 février la journée, il me semble, nationale d'amitié entre l'armée et le peuple. C'est quand même pas anodin. Alors, récupération. Alors, au mieux. François Gesse, peut-être, sur cette question? Ouais. Ah oui, c'est comment dire, c'est surréaliste, c'est grotesque. Ouais. Cet homme a été élu avec peut-être 10% des voix, hein, c'est ce que donnent les estimations officielles. Donc il ne représente absolument rien, que le petit noyau qui est autour du régime, n'est-ce pas? Ouais. Et donc là, tout d'un coup, il se félicite. Mais les manifestants ne sont pas dupes. Les manifestants ne sont absolument pas dupes, ils savent qui est cet homme. Et d'ailleurs, on entend, ils disent, par tous les contacts que nous avons sur place, nous le disent. C'est-à-dire que eux, ils disent l'élection, on s'en fiche. Tebboune, on s'en fiche. On sait que ça va prendre des années. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Algérie n'a pas connu la démocratie depuis 2 siècles, 132 ans de colonisation, 60 ans d'une indépendance autoritaire, sous un régime autoritaire. Il n'y a jamais eu de démocratie. On ne construit pas une démocratie en 2 mois. Les gens le savent. Et donc, ils travaillent entre les manifestations des vendredis. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon extrêmement discrète pour réfléchir et penser ce que vous pourra être ça, Farid Alilad, l'Algérie. Il y a un laboratoire démocratique, un peu comme la Tunisie c'est toute l'Algérie qui est un laboratoire démocratique. C'est toute l'Algérie qui est un laboratoire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, c'est une révolution parce que les Algériens récupèrent l'espace qui leur a été interdit, ils récupèrent la parole et surtout, ils ont récupéré la parole, plutôt la possibilité, ils ont mis fin au régime de la présidence à vie, ils ont récupéré la possibilité de décider d'eux-mêmes de leur destin. Bon, ça prendra des années parce qu'on ne peut pas passer. Mais c'est un point de non-retour pour vous? Forcément. Et vous êtes d'accord sur ce point? Là-dessus, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire il y a un avant et après Irak. Absolument. Le mouvement restera dans l'histoire même du pays comme un moment de basculement central. Et tous les Algériens, et les plus jeunes d'aujourd'hui y compris, s'en souviendront toute leur vie. Eh bien, on va passer, chers invités, à notre séquence Atmosphère. Les coups de cœur cette semaine un peu particuliers. On a décidé de vous poser une question à tous les trois. Si vous deviez retenir une image de cette révolution algérienne, comme vous l'appelez Farid Alilad, quelle serait-elle? On va commencer peut-être avec vous, François Gesse. Qu'avez-vous choisi comme image? Alors, une image de manifestation à Gigel des enfants disparus. Qui ont, voilà, on voit sur cette photo, qui n'est pas très esthétique ni spectaculaire, des dizaines et des dizaines de visages. Ce sont des photos des disparus de la sale guerre des années 90, pour la plupart qui ont été enlevés, assassinés par les forces de sécurité qui menaient la guerre contre les civils des années 90. Et aujourd'hui, ils continuent à se battre de façon extrêmement courageuse parce qu'ils sont présents dans les manifestations à Alger, en Kabylie, à Constantine. Une mère de famille avait demandé un jour à Abdelaziz Bouteflika où est mon enfant? Il avait répondu, ils ne sont pas dans ma poche. Ils ne sont pas dans ma poche. Un mépris absolument complet pour les quelques 18 000 familles victimes de disparition forcée, a fortiori pour les 100 ou 200 000 morts qui ont été tués dans cette guerre contre les civils. Et donc cette image, c'est une image pour moi extrêmement forte. Contre les civils, c'est ce qui vous oppose au pouvoir algérien qui dit que c'est une guerre contre les djihadistes et contre le GIA et les islamistes, mais c'est un autre débat qui vous oppose bien entendu au pouvoir algérien. Farid Alilad, vous avez choisi comme image forte une vidéo. Racontez-nous pourquoi ce coup de cœur. Alors, cette image... Assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'on voit Abdelaziz Bouteflika. Oui, alors cette image s'est déroulée au meeting à la coupole du 5 juillet, le samedi 9 février, un jour avant l'annonce de la candidature officielle du chef de l'État. J'étais dans cette coupole. Donc QG du FLN non, c'est la coupole du 5 juillet où on a importé des foules un peu partout d'Algérie pour faire semblant que les Algériens réclament la candidature du chef de l'État. Mais c'était pas vrai. Alors là, ce sont
c'est l'ancien Premier ministre Sellal qui est aujourd'hui en prison, le patron du FLN et beaucoup de responsables qui se disputent sur l'estrade et avec le cadre du chef de l'État, et certains essayent même de l'embrasser. Pour moi, cette image symbolise la caricature, symbolise la soumission, l'obséquiosité, et elle symbolise aussi, surtout, le fantôme qui est devenu le chef de l'État. Ouais. Ce n'est plus un chef de l'État, mais c'est une image. C'est par la suite une image. Et c'est une de ces images qui a provoqué la révolution du 22 février. Et voilà donc le chant du cygne, si l'on peut dire. Amélie Le Renard, une photo d'un rassemblement du vendredi à Béjaïa en Kabylie où des manifestants chantent la Casa del Mouradia, devenue l'hymne du Hirak. Pourquoi cette image ? Oui, alors c'est une image qui a été prise par ma co-autrice, donc Abir Krefa, qui a été en Algérie voir le mouvement. Et elle a choisi cette image notamment parce qu'on y voit des femmes qui sont en fait des femmes membres d'une même famille qui sont en train de chanter donc, ce chant de supporters de foot. Et donc pour elle, ça montrait bien le type de circulation de chants, de symboles. Une révolte qui part des stades. Ils nous ont eu avec la décennie noire. Au deuxième, l'histoire est devenue claire, la Casa del Mouradia. Au troisième, le pays s'est amaigri, la faute aux intérêts personnels. Au quatrième, la poupée est morte et l'affaire suit son cours. Voilà pour la fin. Merci beaucoup Amélie Le Renard, merci. À vous également François Gèze et Farid Alilat. Et merci à vous d'être fidèle à MOE. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur TV5 Monde.